C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve au rendez-vous de la jeunesse, Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation au service de la gestion de la crise à coronavirus. La question de l'invention et de l'innovation est au cœur des débats depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus et semble devenir la sésame pour sortir de cette crise sanitaire. Jamais une pandémie n'avait fait l'objet d'une telle mobilisation. Et notre pays, le Togo aussi, n'est pas en reste pour trouver des solutions innovantes. Donc cet après-midi, je suis avec des jeunes qui ont des initiatives innovantes allant dans le sens de la lutte contre la COVID-19. Et pour parler de tout cela cet après-midi, je suis avec, à mon extrême gauche, Dr Kossi Achonglo. Il est le directeur du CIC, le Centre informatique de calcul de l'Université de Lomé, et le coordonnateur de l'incubateur de Nunia Lab. À ma gauche, je suis avec Edouard Akako Lado. Il est ingénieur en électromécanique, voilà. Il est le fondateur du CRIC Lado Concept, qui est le centre de recherche d'invention et d'innovation technologique, et de l'AGIPER 2D, Association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. À mon extrême droite, je suis avec Adnan Ouro Agbake, j'ai bien prononcé le nom. Il est le directeur technique de Energy Generation. Et à ma droite, je suis avec Sylvestre Olanlo. Il est étudiant en Master 2 de génie civil à l'ENSI, l'École nationale supérieure d'ingénieurs, et le directeur exécutif de TID, Technologie et Innovation pour le développement durable. Messieurs, bonsoir et bienvenue à Podium Jeunesse. Adnan, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce que c'est que Energy Generation? Merci beaucoup, Madame Eladji. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Energy Generation est une association panafricaine. Tu vas faire un effort pour élever un peu plus la voix. Merci. Energy Generation est une association panafricaine qui vise alors à éclore des innovations sur le continent africain et à accompagner des jeunes à relever le défi sur le continent africain, surtout dans le domaine de l'énergie. Merci beaucoup. Edouard, tu nous parles du concept CRIC Lado. Ok, moi c'est Edouard Akako Lado, ingénieur électromécanique. Je suis le fondateur du CRIC Lado Concept, c'est-à-dire le centre de recherche d'invention et d'innovation technologique, qui a pour mission de faire des innovations, des recherches scientifiques et technologiques. Nous fabriquons tout ce qui est machines de transformation agroalimentaire pour aider et soulager les tâches à nos femmes dans les coopératives, dans les milieux ruraux, etc. Nous faisons des recherches sur Internet pour mettre des innovations pratiques en place pour pouvoir aider nos communautés à aller de loin. Voilà. Dans leur quotidien. Dans leur quotidien. Sylvestre. Je m'appelle Sylvestre Olanlo, je suis le directeur exécutif de TIC de par sa définition qui veut dire technologie et innovation pour le développement durable. Et dans ce sens, nous sommes un regroupement de jeunes qui travaillent à mettre en place des technologies devant aider dans plusieurs domaines d'activité tels que l'éducation, l'environnement, l'agriculture et entre autres. Merci beaucoup. Dites-moi, depuis quelques mois, nous savons tous qu'il y a cette maladie de la pandémie à coronavirus qui est rentrée dans nos quotidiens et a tout changé. Et dites-moi, comment vivez-vous cette pandémie qui secoue le monde justement depuis quelques mois? Adnan. Personnellement, je trouve que la pandémie entraîne avec elle des temps très compliqués, en ce sens que aujourd'hui les habitudes ont changé, il y a une méfiance entre les personnes, même au travail, vous êtes obligé de rentrer à la maison autour de 16 heures, vous êtes en train de travailler, vous êtes obligé de regarder votre montre, surtout avec les mesures prises par le gouvernement, vous êtes obligé de regarder votre montre à tout moment,
Les habitudes ont vraiment changé. Je trouve que c'est vraiment un temps assez compliqué pour chacun. Les habitudes ont changé, c'est stressant? C'est vraiment stressant. Un peu ou beaucoup? Non, vraiment, vraiment stressant. Quand on apprend que des cas évoluent partout et que tantôt, en un mois, on était à quelques trentaines de cas et au bout d'un mois, on est à 100 et quelques, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Je comprends. Voilà. Et comment ça se passe chez Edouard? Moi, chez moi, d'abord ça a changé un peu les habitudes dans le cadre du travail, de mon travail. Bon, sur l'heure, ça n'a pas agi parce que moi déjà, entre 19 et 20 heures, j'ai fini mon boulot et je suis à la maison. Donc, les mécanismes de couvre entre 20h et 6h, moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, ça agit sur mon travail parce que dans le social même, puisque c'est des gens qui doivent, c'est mes clients d'abord, c'est eux qui font leur business, qui doivent envoyer de l'argent pour passer des commandes, des machines, etc. Ça agit sur eux également, ça agit sur moi. Donc c'est un truc social, c'est d'abord mondial, donc dans l'économie mondiale ça agit, et moi, dans mon entreprise aussi, ça agit également. Tu les subis aussi. Je les subis, voilà. Sylvestre. Alors, je dirais dans le même sens qu'Adnan, en disant que ça agit principalement sur les habitudes de vie, où déjà avant on avait l'habitude de sortir comme on veut, d'aller où on veut. Aujourd'hui, on est, pour notre précaution, ou du moins pour notre sécurité, on est contraint de faire des déplacements limités. On est contraint de porter des masques tout le temps. On est contraint de respecter les mesures de distanciation. Et l'homme, de par sa nature, est un être social. Il aime côtoyer avec ses semblables et tout. Et cette habitude-là, ou du moins cet état d'esprit a changé. Et vraiment, ça a un impact sur nous. Il y a l'impact économique aussi. On voit la vie, le coût de la vie qui a changé. Les choses ne sont plus telles qu'elles sont. Et on peut dire que ça fait... c'est stressant en général. Docteur Achanglo, situation spéciale, comportement spécial? Oui, madame, cette situation est un peu plus complexe pour moi, particulièrement sur 3 plans. Moi, je suis père de famille, il y a la famille qui est là, je suis coordonnateur de Mounia Lab. Il faut sortir pour aller rencontrer les jeunes, discuter avec les gens, passer la journée là-bas. Au même moment, j'étais aussi ici, il faut aller à l'université. Avec tout le bouleversement, maintenant actuellement, il faut mettre des cours en ligne, faire les réunions et autres là, rentrer à la maison aussi de manière à ne pas contaminer les autres. Ça fait beaucoup réfléchir et arriver à gérer les enfants pour leur cours aussi, pour leur suivi, tout ça là. Ça change beaucoup de choses et économiquement, bon, voilà, donc ça tout change. Pèse sur les poches. Ça pèse sur les poches, beaucoup. Donc ça serait tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais à des degrés divers. Oui. Donc vous convenez avec moi que la plupart des vraies innovations naissent dans les périodes de crise aiguë et sous la pression de l'urgence et du besoin qui accélère tout et permet de mettre les technologies au service du savoir-faire et du vrai besoin. Mais particulièrement dans le cas de la COVID-19, comment peut-on expliquer cette vague généralisée d'innovation et d'invention, Adnan? Cette vague généralisée d'innovation, moi j'ai une seule phrase qui dit en fait que l'inconfort amène à réfléchir en fait. Et du coup, les Africains ou les Togolais particulièrement se trouvent dans une situation d'inconfort où aujourd'hui la solution ne viendra de nulle part. Les frontières sont fermées, les vols ne sont pas opérationnels, alors c'est à nous de trouver nos solutions. Du coup, je suis assez enthousiaste de voir que la jeunesse togolaise s'éveille à trouver des solutions à nos propres problèmes. Voilà ce qui explique à peu près cette vague généralisée, selon moi. Cette vague généralisée d'innovation peut s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'on a un seul problème. Et ce problème-là, c'est le coronavirus et qu'il faut réfléchir au fait à trouver des solutions. Et donc, ce qui fait qu'avant, on avait plusieurs secteurs, plusieurs initiatives, plusieurs domaines d'action où les gens devraient se concentrer sur ces différents secteurs-là. Mais aujourd'hui, on travaille tous à créer une certaine synergie
pour résoudre un problème commun. Et donc c'est tout à fait normal de voir qu'ensemble on essaie de... Donc pour toi c'est le besoin qui l'impose. Hein? C'est le besoin qui l'impose. Qu'est-ce que Edouard pense de la question? Oui, moi souvent je dis que je vois des opportunités là où d'autres voient de l'impossibilité. Cette situation de crise nous a amené à réfléchir, à apporter des solutions, à aller au-delà de nos limites, de nos pensées. Ce qu'on ne pouvait pas faire, il faut le faire maintenant parce que la solution ne viendra de nulle part. Il faut réfléchir, quoi. Il faut innover, il faut inventer, etc. Donc j'ai même personnellement remarqué qu'un peu partout sur le territoire togolais, des jeunes sont réveillés à mettre des choses pas possibles en place pour pouvoir au moins aller contribuer aussi également à cette pandémie qui sévit. Voilà. Donc, Docteur Achonoglo. Je pense que je vais aller un peu dans un sens un peu provocateur, parce que je pense que les jeunes, je travaille avec les jeunes, donc étant au CIC avant et devenu maintenant le responsable de l'incubateur. Et moi j'ai vu que les jeunes avaient beaucoup d'idées, beaucoup de choses avant. Et ils démontraient beaucoup de qualité dans leur talent, de ceux qui sont en incubation, ceux qui sont en accélération, même les développeurs, les jeunes qui sont au CIC. Seulement que nous ne l'avons pas fait tellement confiance avant. Et que maintenant, on est tourné vers eux parce qu'on est un peu fermé aussi et on les regroupe. En les regroupant, on voit qu'ils sortent beaucoup de choses. Donc c'est l'occasion aussi, c'est pour ça qu'il le dit, moi je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est une occasion que nous devons saisir, de tourner nos regards vers ces jeunes-là, de les regrouper, de les guider et ils peuvent sortir encore des choses qui vont encore plus nous étonner. Donc moi je pense que les innovations, il y en a tellement en Afrique, même qui ne sortent pas. C'est une occasion qui nous fait sortir des innovations, mais rassurez-vous, il y a encore d'autres innovations encore plus fortes avec les jeunes. Vous pensez que c'est le fait qu'on leur ait fait plus confiance qui a fait éclore leur talent. Donc on peut dire que cette crise est en fait une source, un terreau d'opportunités. Voilà. Merci beaucoup. Je retourne vers Adnan. Tu es à Energy Generation. Comme je le disais tantôt, une pandémie, cette pandémie, c'est une qui a fait l'objet d'une telle mobilisation comme on ne l'a jamais vu dans le monde. Donc, à votre niveau, à Energy Generation, quels sont les différents moyens par lesquels vous contribuez à la lutte contre la COVID-19? Aujourd'hui, à notre niveau, nous luttons contre le coronavirus à plusieurs niveaux. Quelques-uns de ces niveaux et que nous produisons en fait des barrettes. Des barrettes, pourquoi? Parce que nous avons constaté en fait que avec les masques faits de façon artisanale, vous les accrochez contre vos oreilles, enfin derrière vos oreilles, et cela vous dérange au bout d'un certain temps. Donc des barrettes qui vous permettent en fait d'accrocher en fait ces lacets sur un temps soit peu et vous soulager vos oreilles. Aujourd'hui, sur un autre niveau, il y a des techniciens génie civil, génie électrique qui sont encore obligés d'aller travailler parce que, comme nous le savons tous, les Togolais vivent au jour le jour. Souvent, ils portent des masques. Donc, nous avons passé, en fait, à munir donc de ces masques-là d'un écran facial qui permet, en fait, de les protéger contre la propagation donc, de ces virus-là. À un autre niveau aussi, nous produisons des respirateurs. Voilà. Mais je voudrais que vous nous parlez plus de vos visières. Je venais donc tantôt de citer quelques-uns. La production des visières est l'une des solutions que nous proposons. Les visières, aujourd'hui, c'est l'équipement qui a prouvé beaucoup plus d'efficacité et qui est beaucoup plus adopté. Elle est simple, la visière. Elle est généralement composée de quelque chose qui permet donc juste de rattraper la tête et d'un écran facial. Si c'est possible qu'on nous montre les photos des visières que Energy Generation réalise à partir de l'impression 3D. Oui, vas-y. Donc ces visières sont composées d'une partie imprimée avec d'une imprimante 3D et une partie en film transparent que nous récupérons en fait sur le marché togolais. Et cela nous permet en fait de faire des choses assez intéressantes. Ces visières
Nous en avons fourni 10 à une clinique à Lomé qui les teste actuellement. Et très prochainement, nous retournerons vers eux pour recueillir en fait des retours d'expérience afin d'améliorer dans ces visières-là. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Et doit ta contribution à la lutte contre la pandémie à coronavirus un lave-main? Effectivement, lorsque la pandémie est tombée, etc., il fallait réfléchir, penser très rapidement et voir quelle solution en tant que regroupement de jeunes inventeurs et créateurs, innovateurs, techniciens on pourrait apporter aussi. Donc l'idée est venue de mettre un dispositif de lave-main. D'ailleurs que les lave-mains font laver les mains aussi aujourd'hui font partie des gestes barrières. Donc pourquoi mettre un lave-main en place? Il ne faut pas mettre un lave-main juste pour mettre un lave-main. Voilà. Il ne faut pas mettre un lave-main parce qu'il faut mettre un lave-main pour encore aggraver la situation. Donc c'est un lave-main aujourd'hui qui est à pédale. Voilà, pour éviter tout toucher, voilà, à la main, tout toucher le robinet, la bouteille de savon liquide, etc. Vous venez très tranquillement, avec la pédale, le pied, vous prenez le savon, si c'est du gel ou bien du savon liquide, et puis avec le pied également, vous appuyez sur le robinet là-bas, et puis vous lavez vos mains, etc. Donc là-bas, vous ne touchez rien ne vous touche, et vous partez aussi tranquillement, histoire de limiter un tant soit peu la propagation de cette pandémie. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont créé ces genres de machines, mais la tienne, comment est-ce qu'elle a été? Tu as rencontré des gens qui ont donné leur appréciation? Oui, bon, effectivement, nous ne sommes pas le seul à fabriquer des lave-mains en cette situation. Les gens ont fabriqué des lave-mains avec robinet, où tu touches des bidons d'huile, selon les moyens, quoi, selon chacun avec ses moyens. Et avec des robinets, voilà, c'est ce que nous avons, nous ne voulons pas faire ou bien nous déplorons. C'est, voilà, tu as tes mains bien lavées, tu refermes, tu tiens le robinet encore, tu le refermes, tu reprends encore les germes que tu as déposés. On se demande finalement si qu'on est en train de faire. Nos mains sont propres ou si elles sont sales. Voilà, là on s'est dit, on se moque de nous-mêmes, quoi. Il fallait faire une formule définitive, d'où l'avènement de ces lave-mains. Il y en a beaucoup qui fabriquent sur le territoire. Oui, on en a eu. Vous en avez eu. C'est l'essentiel. Toutes mes félicitations. Merci. La crise coronavirus a mis en lumière un besoin rapide d'innovation en matière d'équipements médicaux, de traitements, etc. Dans le reportage que je vous invite à suivre, vous allez découvrir des étudiants togolais spécialistes d'éthique qui, eux aussi, tentent de trouver des solutions pour répondre à la crise sanitaire avec la mise en place d'un respirateur artificiel. Suivez plutôt. Voici l'appareil essentiel en cas de syndrome de détresse respiratoire, la principale complication du Covid-19. Cet appareil médical d'assistance respiratoire manque cruellement dans les services de réanimation. De jeunes chercheurs togolais issus de différents laboratoires du pays se sont regroupés pour lancer le premier prototype de respirateur artificiel Made in Togo. Et l'idée, c'est d'assister le personnel soignant et de rendre accessible ce matériel qui permet d'aider ou bien d'assister la respiration des personnes en phase 3 de la maladie de coronavirus. Et ceci a été fait en s'inspirant d'oxygène et en utilisant de la ressource que nous avons localement ici. Nous avons découpé le matériau, assemblé, mis le système de contrôle électrique qui permet au docteur de régler la quantité d'air et la fréquence d'air à envoyer au patient pour l'aider à respirer en phase terminale. Il a été conçu à partir des matériaux locaux. Ce respirateur artificiel a été créé grâce à l'imprimante 3D. Et le prototype du respirateur est prêt. Il faudra qu'il soit approuvé par des experts médicaux. On aura besoin forcément que le personnel du corps médical puisse faire valider ce prototype-là pour certifier au fait que ça puisse vraiment être utile aux patients.
La même équipe s'est lancée également dans la fabrication de visières. Donc après avoir fait les respirateurs, nous avons pensé aussi aux visières de protection que nous avons fait. Nous avons découpé tout et imprimé certaines, c'est-à-dire les supports avec les films transparents pour que les médecins soient les premiers protégés afin de soigner correctement comme il se doit ceux qui seront atteints par le virus de Covid-19. Et dès qu'il a appris la nouvelle, le directeur de la recherche scientifique du Togo est venu s'enquérir de l'avancement des travaux. Il se dit très impressionné. Mais ce que j'ai vu ici, c'est déjà du top, du haut niveau. Et un tel respirateur a son rôle à jouer, non pas le même, mais sur tout le territoire national. Donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative et j'encourage les jeunes qui travaillent ici à aller très vite. Et moi je verrai dans le cadre de la commission ce que je peux faire pour apporter mon appui à cette équipe-là pour passer à la production. Nous sommes au prototype, maintenant c'est de passer à la production rapidement. Après 2 semaines de travail acharné jour et nuit, ces jeunes ont démontré que les chercheurs africains peuvent se mettre ensemble pour apporter une réponse efficace aux défis du Covid-19 et surtout servir la communauté. Merci de revenir avec nous. Sylvestre, dis-moi, comment t'es venue l'idée du respirateur artificiel? Merci pour la parole. Alors, on s'est rendu compte que, d'après nos études, en suivant les nouvelles de par le monde, que les personnes en phase 3 du coronavirus avaient besoin d'assistance respiratoire. Et on a essayé de voir au fait l'état de notre pays pour pouvoir faire face au fait à cette crise-là. Et on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser des ressources locaux pour pouvoir venir en aide au fait à ces personnes-là en mettant en place une machine qui pouvait jouer ce rôle-là. Donc on s'est inspiré initialement ou bien principalement du travail manuel que les personnes, ou du moins ce que les réanimateurs font pour insuffler de l'air aux personnes qui sont en détresse respiratoire. Et donc nous avons essayé d'automatiser ce principe-là en mettant en place un moteur qui tournait et qui envoyait une certaine pression sur le ballon d'embu, qui envoie une certaine quantité d'air au fait aux patients à une certaine fréquence donnée. Et donc c'est sur ça que nous avons travaillé principalement et durant 2 semaines avec l'apport et la contribution d'autres ingénieurs ou du moins d'autres techniciens qui ont notamment Ouzia Folie Bébé, directeur exécutif du Makerspace Ecotech Lab, et de M. Akapo qui est le Fab Manager de l'Université de Lomé. Et nous avons essayé ensemble de nous réunir pour pouvoir mettre en place ce dispositif-là. Et ça a été vraiment une grande satisfaction pour nous d'arriver à ce premier résultat. Merci. Merci beaucoup, docteur Achonouglou. Comment cette aventure avec les jeunes a commencé? Bon, je peux dire que Sylvestre, il est un incubé au niveau de Nounia Lab. Et quand les problèmes de cette maladie sont arrivés, il nous a approchés pour nous donner l'idée avec le prototype. En fait, plutôt, je veux dire, la modélisation sur ordinateur du principe. Donc, quand ils m'ont expliqué tout le système, donc j'ai dit, bon, ok, nous allons aller là-dessus. On va commencer. Et on a vu directement qu'il devait y avoir quelques complications, comment découper les pièces et autres là dont ils m'ont parlé. J'ai dit, bon, ok, si c'est ça, on va commencer nos réunions, de voir tous ceux qui vont intervenir là-dessus. On aura besoin d'un technicien. Ils m'ont dit que déjà, le technicien de l'INSI, donc de l'Université de Lomé, j'ai dit, bon, ok, si c'est l'université, quand je suis de l'université, c'est bon. Il y avait l'autre de Ecotech. Donc du coup, j'ai saisi officiellement madame la secrétaire générale de l'Université de Lomé, qui a saisi le président de l'Université de Lomé pour nous donner le laboratoire de l'INSI pour arriver à découper les pièces. C'est comme ça qu'ils nous ont donné le laboratoire, donc là, et nous avons officiellement, nous sommes rentrés à l'université pour faire les découpages. Et une fois que nous avions fait les découpages et nous avons fait le montage, donc tout a été fait, on a invité donc le président de l'Université de Lomé qui nous a envoyé le président de la commission ad hoc, donc il le disait tout à l'heure pour pouvoir le faire. Et il est venu nous visiter, il a regardé tout ce que nous avions fait au niveau de l'université, les pièces, tout ça là. Et il a promis effectivement nous accompagner. Bon, bonne nouvelle, effectivement. Ça a marché, il nous a donné le financement quand même pour arriver maintenant à commencer les productions.
Donc on a eu le financement au niveau de l'université aussi. Donc c'est comme ça que nous sommes avancés. Ça a commencé. Lorsque vous aviez commencé, est-ce que c'était juste des essais que vous vouliez faire ou vous étiez confiant qu'il y aura un produit final qui sera utilisable et utile pour la société? Alors, face à cette crise, ce n'était pas juste des essais. Il s'agissait en fait de trouver en fait, une solution pratique qui devrait être utilisée et qui devrait sauver des vies. Et donc, on s'est donné des nuits, on a passé des nuits blanches à travailler avec toute l'équipe pour que ce résultat soit effectif. Et voilà, on y est arrivé. Dans tout projet, il y a des obstacles. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, les principales difficultés, elles sont d'ordre technique. Nous avons, à chaque essai, il fallait vérifier à chaque niveau fait, du prototypage, il y avait plein de difficultés à surmonter. Et que ce soit au niveau de la découpe, que ce soit au niveau de la conception, que ce soit au niveau du montage, il y avait des difficultés à surmonter. Et c'est un honneur pour moi de dire qu'on avait une équipe assez solide qui a su surmonter au fait, ce problème-là. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Dans le premier reportage que nous avons suivi tout à l'heure, c'était une première version de l'appareil. Et dans le reportage qui va suivre, je vous invite à suivre la version améliorée du respirateur artificiel. Il nous est présenté par Marie-Ange Bida. Le respirateur artificiel, l'instrument médical qui retient toutes les attentions en cette période de la pandémie au Covid-19. Au Togo, de jeunes chercheurs au génie créateur en ont conçu un prototype fabriqué sur place avec les matériaux locaux. C'est un appareil qui permet de venir en aide à ces personnes-là en leur apportant en fait la quantité d'oxygène nécessaire suivant une fréquence donnée. L'idée, c'est de remplacer le geste manuel qui se fait par le réanimateur qui est obligé d'utiliser le ballon et de faire la pression manuellement pour envoyer de l'air. Donc la machine fait ce geste à sa place et le libère de sorte qu'il puisse s'occuper d'un autre patient. La machine tourne et dans sa rotation, il appuie sur cette partie qui compresse le ballon et donc envoie l'air. Donc quand on veut envoyer plus d'air, on change ce disque et on le remplace par un disque plus grand et donc la pression sera plus là. Et si on veut envoyer à une fréquence plus importante ou réduire, il suffit de tourner le curseur et ça diminue. Et au cas où il faut faire un apport en oxygène pur de l'extérieur, il y a le tuyau de raccord et cette partie est la partie qui est rallongée et qui se met au niveau du nez, de la bouche du patient et l'air lui est envoyé par ce biais. On fait intervenir des personnes du corps médical pour vérifier sa conformité, tester et faire des améliorations parce que l'idée c'est d'en produire et de le rendre accessible pour eux. La structure a été montée en achetant du matériau local. Le moteur qui fait tourner a été aussi trouvé localement. C'est des moteurs qui s'utilisent au niveau des automobiles, au niveau des essuie-glaces. Le système de contrôle qui est un circuit électrique est un module importé, mais on peut trouver des composants et monter le circuit nous-mêmes. Et on a l'expertise pour ça. Donc la version finale va intégrer tout ça dans une boîte qui sera fermée. Au-delà de la maladie à coronavirus, les concepteurs veulent ratisser large. Le respirateur artificiel dans sa phase définitive sera accessible à toutes les couches de la population. Ce prototype que nous avons de respirateur n'est pas exclusivement destiné quand même au coronavirus. Ce prototype peut aider vraiment dans les cliniques, dans les dispensaires, donc dans nos milieux ruraux. Parce que lorsqu'il y a des patients qui arrivent, ils ont des insuffisances respiratoires, en général, on achète un ballon et puis on essaie de lui donner de l'air artificiellement. Il faut avoir quelqu'un qui le fait jusqu'à quand la personne est fatiguée, une autre personne passe pour pouvoir le faire. Ou bien il faut éventailler au niveau de la personne. Donc c'est pour ça que nous faisons ce prototype-là à bas coût, où on ne va pas intégrer les écrans, tout ça là-dedans, pour que ça devienne cher, pour que ça soit accessible quand même pour les cliniques, les dispensaires à l'intérieur du pays. Cette initiative pensée et appliquée doit inspirer plus d'un. C'est le Togo qui gagne à travers de tels talents mis au service de la chose publique.
Merci de revenir avec nous. Sylvestre, comment vous êtes-vous senti à la fin, à cette étape, à cette étape de la version améliorée du respirateur artificiel? Alors, parce que c'est une aventure, quoi qu'on dise. Oui, c'est bien vrai. À cette phase-là, il y avait d'abord un sentiment de satisfaction. Mon équipe et moi, on était vraiment contents d'être arrivés là. De dire que voilà, tout le sacrifice qu'on avait à faire sur ce prototype-là donne des fruits. Et déjà, le plus important pour nous, c'est de dire que, d'avoir en fait l'appui des personnels d'abord du corps médical qui sont prêts à nous accompagner pour la validation de ce prototype-là et l'appui du Nunya Lab qui ne cesse de nous propulser pour que nous puissions passer à une seconde phase de cette machine-là et ce dans quoi nous sommes déjà. Dr Ratchonouglou, comment pouvez-vous décrire, je ne veux pas utiliser le mot aventure, c'est un moment de forte émotion que vous avez vécu avec les jeunes de Nunya Lab? Oui, c'était quand même très passionnant de voir surtout que ça avait marché aux 3 premiers coups. Après quelques échanges, aux 3 premiers coups, comme il avait dit, on avait besoin quand même financièrement de faire le premier prototype. Pour le faire, heureusement que nous avons l'appui de FAEJ, parce que nous sommes un incubateur donc de FAEJ sous FAEJ, donc on avait l'appui de FAEJ financièrement pour nous aider à acheter quelques pièces. Et donc quand nous avions fait ça, on était très contents. Nous avions présenté quand même aussi à la directrice de FAEJ. Nous avions été, je peux anticiper aussi, on avait été accompagnés, on a rencontré la commission nationale. Donc sur le respirateur, qui nous avait donné des conseils et des éléments, comment est-ce qu'il faudra faire. Et ce sont ces éléments que nous faisons maintenant, ces conseils-là, pour les intégrer dans le dernier prototype que nous devons leur passer maintenant pour qu'ils puissent faire les tests. Donc ils sont prêts déjà, donc pour pouvoir, ils nous ont bien accueillis. Donc c'était comme une joie de voir que quand on leur avait présenté ce matériau, ce dispositif que même ils ont vu, ils ont dit non, ok, prenez le temps, écoutez tous les conseils, intégrer les éléments de correction qu'il fallait mettre là-dedans, tout ça, et puis vous amener avec les bouteilles de gaz et tout, et les bouteilles d'oxygène, et on va faire les tests avec vous. Donc c'était quand même une fierté de voir ces jeunes autour avec les nuits et autres. Ça a été difficile et dur. Et je pense qu'ils n'ont pas trop regretté quand même le fait de ne pas dormir chez eux au moins 2 semaines. Ils ont dormi à Nunya, là-bas, on a acheté des mains. Comme quoi, l'endurance paie. C'était payant. Et docteur, selon vous, quel est le rôle finalement de l'innovation dans la riposte contre le Covid-19? L'innovation actuellement va permettre de vivre, peut-être, parce que moi je ne sais pas si le Covid va disparaître ou va être là. Donc je dirais que plutôt l'innovation va nous permettre de mieux vivre avec ce que nous vivons actuellement. Donc ça va nous aider à améliorer notre quotidien de vie, à sortir, à reprendre la vie de notre économie, tout ça là, avec ce que nous vivons. Donc nous devons continuer encore là-dessus et aller plus en avant. Donc c'est ce que je peux dire. Je vais vous donner cette question d'un téléspectateur. On demande, est-ce qu'on innove pour s'adapter ou pour résoudre des problèmes? En général, on innove pour résoudre des problèmes. Mais dans le cas actuel, on innove pour résoudre des problèmes. Les problèmes qu'on veut résoudre, c'est éviter de contaminer, d'avoir la contamination, ou bien éviter de mourir de cette maladie. Donc là, on va s'adapter. Que je dis qu'on va plutôt innover cette fois-ci pour s'adapter, pour ne pas mourir de Covid-19, mais pour vivre peut-être avec. Puisque nous, on ne peut pas innover maintenant pour arrêter la maladie. De résoudre, c'est d'arrêter la maladie. Nous ne pouvons pas, mais nous voulons faire pour vivre avec la maladie sans mourir de cette maladie. Qu'est-ce que n'a pas de la question? Je suis parfaitement d'accord avec le docteur. Effectivement, l'innovation qu'on a connue, c'est de résoudre un problème, mais cette fois-ci, l'Afrique n'a pas forcément la capacité nécessaire pour éradiquer la pandémie. Alors nous ferons de notre mieux pour nous adapter un tant soit peu avec la pandémie. Donc si on innove pour s'adapter, quel serait alors le rôle de ces technologies dans nos vies et comment s'y adapter concrètement?
Aujourd'hui, le rôle de cette technologie dans nos vies serait de nous accompagner à changer nos habitudes, de nous accompagner à éviter cette maladie surtout, de nous accompagner à ne pas en mourir. Sinon, certainement, d'après ce qu'on voit ailleurs, je pense qu'en 2 semaines, le Togo aura disparu. De dire. Voilà. Merci. Edouard. Oui, je vous remercie. Moi, je dis aujourd'hui, par exemple, l'une des barrières qui est, je vais parler de ce que je maîtrise mieux, l'une des barrières qui est le lavage des mains. Exactement, et pour lesquels nous on a mis un dispositif de lave-mains. Je pense même que normalement, on ne devait pas trop s'attendre à cette pandémie, à cette crise sanitaire, avant d'inculquer en nous déjà ces gestes, ces mesures d'hygiène exactement. Mais disons qu'on a apporté des solutions pour s'adapter aujourd'hui. Mais moi, je préfère, même s'il n'y a plus crise, qu'on continue exactement ainsi, voilà, on doit laver les mains. Les systèmes de lavage de mains aujourd'hui, moi je préfère même que ça soit dans tous les centres de santé, dans tous les hôpitaux, infirmeries, etc., dans les écoles où il y a des petits, des garderies. Ce sont des choses qui sont enseignées depuis l'école primaire. Voilà, que nous avons négligé. Que nous avons négligé. Et c'est une crise sanitaire aujourd'hui qui nous pousse maintenant, qui nous contraint à pouvoir aller sur la ligne droite. Donc, même après la crise, ça va passer, ça va passer, et j'en suis sûr, ça va passer, et puis on va continuer, c'est de bonnes choses que nous faisons, se cacher les nez, la bouche, mais moi je crois que je parlais de négligence, mais cette négligence même est rentrée dans nos habitudes, et nous en sommes victimes aujourd'hui. Exactement. Moi, je me dis, c'est une bonne chose, il faut qu'on s'applique à cette mesure de la barrière, même si la pandémie passe. C'est pour notre suivi, Sylvestre. D'abord, le rôle des technologies dans nos vies, comment s'y adapter? Ok, alors je dirais d'abord qu'il faut prendre conscience que ces technologies-là sont là pour nous aider. Et donc, dès que nous prenons conscience de cela, nous devons en fait, quelles que soient les implications qu'elles ont, déjà quand on nous dit de porter le masque, déjà quand on nous dit de nous laver les mains et tout, il faut qu'on soit conscient que c'est pour notre suivi, ça est une question de survie. Et donc dans ce sens-là, si nous arrivons à admettre cela, ça serait facile pour nous de nous adapter au fait. C'est d'abord de changer nos mentalités et le reste viendra de soi en fait. Je crois que Sylvestre a sorti le mot, tout commence par le changement de mentalité, docteur. Oui, tout commence par le changement de mentalité. Et il faut que les gens aussi acceptent d'intégrer certaines technologies dans leur vie, ou bien dans leur quotidien, dans leur travail et autres là. Moi, je donnerai un exemple qui me frappe toujours, donc si vous permettez. Si vous regardez par exemple, je pense que quand on parle de la télémédecine, le cas le plus simple, vous faites une analyse, vous devez aller remettre l'analyse au médecin. Vous allez passer combien de temps? 3 heures du temps avant d'être reçu. Alors que si, par exemple, on a des logiciels, ils peuvent par exemple le faire et ça va limiter aussi la présence du personnel quand même dans ce niveau-là. Donc là, on peut envoyer ces fichiers d'une autre manière et ils peuvent les analyser pour pouvoir nous donner. Donc il y a la technologie qui va nous permettre quand même de réduire les risques. La masse qui devait être là-bas pour pouvoir régler beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec la technologie. C'est le temps. C'est l'occasion. C'est le moment ou jamais pour l'Afrique. Et Adam, tout à l'heure, tu as dit que la technologie est là pour nous aider, pour nous accompagner. Mais cela ne va-t-il pas nécessiter des coûts pour les utilisateurs? Généralement, la technologie nécessite forcément des coûts d'exploitation, des coûts que l'on appelle souvent des coûts d'exploitation pour l'utilisateur. Aujourd'hui, les innovations qui naissent avec le coronavirus, par exemple, quand je prends l'exemple de la visière, quand vous payez la visière, c'est une bonne fois pour toutes et il n'y a pas en fait de coût d'exploitation. D'autres innovations entraînent forcément des coûts d'exploitation, des coûts de maintenance, parce qu'il faut, au fur et à mesure, il faut que la technologie soit durable, parce que quand ce n'est pas durable, personne n'en veut. Donc, des technologies entraînent des coûts d'exploitation et il y en a qui n'entraînent pas. Edouard, le montant auquel tu vends ton système de lavage de mains, je ne voudrais pas que tu nous le dises ici, est-ce qu'il est accessible
aux Togolais moyens? Parce que nous parlons de coûts ici pour les utilisateurs. Oui. Togolais moyen, ça dépend. Ça va te pousser à donner le prix. Non, je ne veux pas donner le prix. Je ne veux pas donner le prix. Mais aujourd'hui, vous allez voir que, bon, celui qui n'est pas, capable de pouvoir acheter ce matériel, par exemple, il réfléchit mieux. Il prend son bidon de 25 litres, il perce, il met un petit robinet là-bas et il a sa solution. Donc, et d'autres qui ont les moyens, comme les institutions, etc., voilà, il y a un peu de sources. Chacun ses moyens d'intégrer ces technologies dans nos quotidiens. Aujourd'hui, également, nous, on est en train de penser que ce système de lave-main, on pourrait réduire certains matériels, etc., pour pouvoir mettre ça à disposition, à réduire le coût et mettre ça à disposition de tous. Même dans un ménage, un système de lavage de mains propre et efficace. C'est important. Voilà, donc nous pensons déjà... Et ça nécessite un financement. Ça nécessite... Oui, ça nécessite nécessairement un coût pour les utilisateurs. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est ça a un coût pour les utilisateurs, mais au niveau de la production aussi, ça a un coût. Et donc, ce qui se compense. Et il faut quand même intégrer qu'il en va de notre survie. Et donc, le coût, certes, ça a un coût, certes, mais il faut vraiment que l'utilisateur puisse s'adapter. Certes, il faut prendre en compte aussi le niveau de vie de la population, qui est un facteur clé aussi. Donc, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte au niveau des producteurs qu'au niveau des utilisateurs pour qu'on puisse trouver le juste milieu, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Docteur Achon, vous allez nous aider à faire le point au niveau de cette question par rapport au coût. Question coût demeure quand même réelle et réaliste. Mais il faut que nous arrivions à travailler beaucoup plus sur les technologies, à utiliser des matériaux locaux pour diminuer vraiment les coûts. Et puis aussi faire des collaborations avec d'autres institutions, parce que là où nous sommes maintenant, si nous devons faire, comme le savent Fab Lab de l'INSI, si nous devons faire les découpes là à l'extérieur, ça devait nous coûter quand même déjà cher, ça devait revenir quand même énormément cher. Déjà, nous sommes en partenariat avec l'université, ce qui va réduire énormément. L'université a accepté quand même, donc on fasse un partenariat sur au moins 1 à 2 ans pour voir comment est-ce qu'on peut produire au niveau de l'INSI. Ça va réduire quand même les coûts au niveau de ces éléments. Mais il faut que les gens contribuent un peu, en contribuant les uns les autres, ça va permettre quand même d'être accessible. Avancer dans le travail. Voilà. Je peux dire que nous sommes presque à la fin de nos échanges. Adnan, un message à l'endroit de la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Si j'ai un message à l'endroit de la population, c'est de leur... Il t'arrive de parler fort. Donc c'est de leur dire en fait de respecter les mesures barrières surtout. Aujourd'hui dans la rue, il y en a encore qui ne portent pas de masque. Moi je me dis qu'ils sont malades. C'est eux plutôt qui sont malades. Oui, parce que ça peut-être ça ne coûte que 500 francs, mais quand vous tombez malade, c'est que vous allez partir. S'il vous plaît, portez vos masques, cherchez des masques et portez-les. Il y en a aujourd'hui qu'on peut laver et reporter. Laver, repasser. Repasser, voilà. Que le message soit complet, que l'information soit complète. Repasser avant d'utiliser. Voilà, laissez aussi un temps, quand vous lavez, laissez un temps pour que les virus puissent mourir, parce qu'il est prouvé que les germes ne durent qu'un temps donné et vous pouvez réutiliser. Donc, ne plus sortir sans les masques. Et par rapport aux masques, il faut que nos amis sachent aussi que ce n'est pas tous les masques qui sont réutilisables. Voilà, parce que celui que je porte là, il paraît que des gens le lavent et le réutilisent. Non, ça c'est juste une fois et c'est jetable. Okay. Sylvestre, ton message. Alors, j'irai dans le même sens qu'Adnan en disant que le plus important, il va falloir que la population respecte les gestes barrières. Et je pense qu'il faut aussi encourager la jeunesse dans son initiative d'innover, à faire encore plus que ce qu'on a déjà fait jusqu'alors. Et aussi à inviter les autorités à accompagner au fait ces initiatives-là, ce qui se fait déjà, et ça nous fait plaisir. Donc de faire encore plus pour qu'on puisse
très bientôt, je dirais, venir en d'innovation et dire que voilà, localement en Afrique ou principalement au Togo, on a pu trouver des solutions au coronavirus, ce qui fera plaisir. Vivement, nous attendons la version finale du respirateur artificiel. Edouard, je suis sûr que ton message sera relatif au domaine que tu maîtrises. Non, mais, non, le lavage de mains. Non, je vais parler un peu général. Bon, aujourd'hui, merci. Et ce que moi je peux conclure, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu parler qu'on a trouvé, bon, bref, au Togo, un vaccin ou un sérum, mais ce sera contre la pandémie. Je viens juste, je vais rejoindre un peu mes amis, c'est juste encore pour dire, voilà, et respectons les mesures barrières, et que chacun porte ses bavettes et tout, que chacun se protège comme il peut, surtout laver les mains, etc. Et quoi encore, tout ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir éviter, prévenir cette maladie. Voilà, on n'a pas de formule magique pour ça. Pour le moment, c'est tout ce qui peut nous épargner. Et surtout, Edouard vous le dit, laver les mains. Surtout avec sa machine. Et je profite un peu aussi pour rejoindre mon frère. Et il faut que je remercie aussi également le centre, oui, pour le centre Nunya Lab déjà. Quand moi, déjà en terminale où je crée le centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, c'est que dans ma vision plus tard, c'est de réunir tout ce qui est jeunes techniciens, inventeurs, innovateurs, techniciens, tout ce qui peut toucher de la technologie, quoi, et réunir ces éléments pour que ces enfants créent des choses, voilà, pratiques, quoi. Moi, je suis plus dans la pratique que dans la théorie. C'était quand tu étais en terminale que tu as commencé? Que j'ai commencé, voilà. Depuis la classe, moi, je fabriquais des appareils de physique, des électrolyseurs que j'amenais dans la classe, 3e déjà, et c'est avec ça que le professeur faisait des démonstrations, oxygène, hydrogène, voilà, jusqu'en terminale, voilà. Donc c'est après la terminale que j'ai commencé par inventer ou bien fabriquer des machines. Donc il faut mettre les jeunes en place aujourd'hui. On a du talent, on a du potentiel, on a du génie créateur. Il faut les mettre, les encourager et que les gens puissent sortir ce qu'ils ont dans leur ménage, dans leur congolo. Merci beaucoup. Le centre pour les encourager à se mettre ensemble. Votre message, docteur? Merci beaucoup. Je pense que comme les jeunes l'ont déjà dit, il faut que nous respections quand même bien les mesures barrières. Donc à porter les masques, à se laver les mains, respecter, éviter quand même les regroupements quand c'est inutile. Il y a certains déplacements, quand ce n'est pas nécessaire, on peut les éviter vraiment pour le faire. Et aussi en dernier lieu, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui ont beaucoup d'idées et voulaient faire des choses. Mais il y a aussi des moyens qui manquent. Il faut se déplacer pour aller voir, étudier ce qu'ils ont fait, pour les écouter, tout ça pour pouvoir arriver à la fin. Bon, nous sommes soutenus quand même très bien par FAEG, maintenant l'université qui vient, mais c'est aussi l'occasion pour moi de lancer l'appel encore à d'autres qui ont des idées aussi pour venir et d'autres qui veulent financer aussi des jeunes, qui peuvent aussi nous appuyer à ce que nous puissions accompagner les jeunes autres là. Et en dernier lieu, dire à nos autorités quand même de faire encore plus confiance aux jeunes. Ils ont beaucoup d'idées pour nous aider à faire énormément de choses au Togo. Merci beaucoup. Je remercie nos amis qui se sont engagés par leur talent, leurs idées à créer des choses novatrices dans le sens de la lutte contre le coronavirus. Donc, j'étais avec, à mon extrême gauche, le docteur Achonunglo que vous avez suivi tout à l'heure, Kossi Achonunglo. Je vous l'avais dit en début de mission, il est le directeur du CIC, le Centre informatique de calcul de l'Université de Lomé et le coordonnateur de l'incubateur de Nunya Lab. À ma gauche, j'étais avec Edouard Kapo Lado. Il est ingénieur en électromécanique, fondateur du CRIT Lado Concept, qui est le centre de recherche d'invention et d'innovation technologique, et de l'AGIPER 2D, l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. À mon extrême droite, j'étais avec Adnan Ouro Agbake. Il est le directeur technique de Energy Generation. Et à ma droite, nous avions Sylvestre Olanlo. Il est étudiant en master 2 de génie civil à l'ENSI, l'École nationale supérieure d'ingénieurs, et le directeur exécutif de TID, Technologie et Innovation pour le développement durable. Bill Gates le disait déjà si fort. Je parle de Bill Gates de Microsoft.
innover ou mourir. Donc, les temps de crise, nous l'avons dit, sont propices à l'innovation car il faut trouver des solutions pour survivre. Les jeunes Togolais, vous l'avez suivi, ont prouvé une nouvelle fois leur capacité d'innovation pour répondre aux problématiques qui touchent le pays. Mesdames et messieurs, les investisseurs, comme le docteur Achongo vient de le dire, si vous avez de quoi investir, c'est le bon moment de le faire dans l'innovation. Ce fut un plaisir de partager ces informations avec nous et ce plaisir sera renouvelé le samedi prochain à 16h. Au revoir. La télévision togolaise